Et donc, Rachel Barr, toujours, va nous présenter le baby sim, donc la rééducation précoce de la fonction manuelle dans la thérapie par la contrainte et la thérapie bimanuelle. Oui, l'idée, c'est de présenter un petit peu ce qui peut être fait, alors de façon un peu codifiée, et puis ce qui a été décrit surtout dans la littérature est déjà un petit peu étudié ou qui est en cours d'étude. Donc, on va parler de deux grandes approches thérapeutiques qui sont la baby sim, c'est thérapie par la contrainte pour les bébés, et puis la baby beam, la thérapie bimanuelle pour les bébés. Donc, en termes d'intervention précoce, il y a deux revues systématiques qui sont vraiment intéressantes. C'est bien sûr la revue de Cochrane de 2015 et puis la revue un petit peu plus récente, 2016, de ces équipes qui apportent beaucoup aux interventions précoces. Mais les conclusions sont assez décevantes, entre guillemets, parce qu'il y a très peu de preuves scientifiques pour l'instant dans la littérature, du fait de la qualité méthodologique et de l'hétérogénéité des études qui sont incluses dans ces revues systématiques. Il y a cependant deux suggestions qui émergent. Le dosage, qui semblerait critique pour l'efficacité. Donc, on parle d'intensif. Encore faut-il savoir ce que c'est que l'intensif pour les bébés. Et puis, le fait que les interventions plurimodales offrent probablement les meilleures opportunités à l'enfant et à la famille. Alors, bien sûr, comme disait Winnicott, si vous entreprenez de décrire un bébé, vous vous rendrez compte très vite que vous décrivez un bébé et quelqu'un. Donc, prendre en charge un bébé précocement, c'est évidemment prendre en charge un bébé dans son cadre familial et notamment avec ses parents. Alors, il y a des grands noms qui reviennent beaucoup dans les interventions précoces. C'est les équipes nord-européennes, Norvège, Suède, les équipes australiennes également, et puis Hutchon qui a décrit récemment le programme EI-SMART, justement pour les interventions précoces, qui vient de Grande-Bretagne. Alors, la grande question, c'est est-ce que chez les bébés, on va s'attacher à travailler une main isolément ou les deux mains ensemble, surtout avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ce qu'on sait, c'est que chez l'adulte, 80% de la fonction manuelle, chez l'adulte sain, hein, est bimanuelle. Chez le bébé, on l'a vu, la plupart des actions sont également bimanuelles. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à travailler une main isolément? En gros, est-ce qu'il y a un intérêt à faire de la thérapie contrainte? Puisque c'est ce qu'on fait quand on fait de la thérapie contrainte. Alors, le fait d'utiliser une main isolément, notamment chez un bébé qui a une atteinte unilatérale, pour toutes les actions qui sont unimanuelles, c'est évidemment l'utilisation de la main saine qui sera plus fonctionnelle et plus efficace, et ce, quoi qu'on fasse en termes de prise en charge, de stimulation, etc. Mais la main atteinte, clairement, elle peut être utilisée pour des tâches unimanuelles quand même, hein, s'il y a un niveau de développement suffisamment élevé, notamment si la main saine est déjà occupée à quelque chose ou si l'utilisation de la main atteinte est clairement moins coûteuse. Donc, généralement, c'est quand la main atteinte est à proximité immédiate de l'objet. Et puis, il y a quand même probablement un intérêt à développer des capacités, des compétences isolées pour cette main atteinte, dans l'idée d'avoir une bonne fonction de main assistante, donc pour bien collaborer ensuite avec l'autre main, qu'on appelle la main préférée. Donc, ces deux approches, vous l'avez compris, sont quand même assez différentes, la thérapie contrainte et l'entraînement bimanuel. Chez les enfants plus grands, elles ont été déjà relativement étudiées, et si toutes deux ont un objectif commun, on sait que c'est bien l'idée de forcer l'utilisation de la main atteinte pour développer ses capacités. Elles ont toutes deux des moyens différents. En thérapie contrainte, en fait, vous appliquez une contrainte, une immobilisation sur le membre supérieur qui est préférée pour induire l'activité de la main assistante. Donc, clairement, on inverse les rôles, hein, main préférée, main assistante. En thérapie bimanuelle, c'est la contrainte, elle est intrinsèque à l'activité pour induire l'activité de la main assistante en association avec la main préférée. Donc, c'est une approche thérapeutique qui respecte vraiment les rôles main préférée, main assistante. Là, je vous parle de ce qui se passe chez les enfants plus grands, ce qui a été déjà très bien décrit et étudié. Chez les bébés, évidemment, on a un peu une idée de ce que ça peut donner, mais pour l'instant, pas vraiment de preuves. On retrouve bien sûr ces moyens différents. Et on retrouve quand même le questionnement de se dire, ben oui, en thérapie contrainte, on ne considère pas du tout des rôles différenciés, main préférée, main assistante. Alors peut-être que ça a un intérêt justement au stade où les rôles des mains ne sont pas différenciés, donc au stade très précoce. Alors qu'en thérapie bimanuelle, en stimulation bimanuelle, on respecterait les futurs rôles, main préférée, main assistante. Ça a été très, très bien décrit dans cet article, si ça vous intéresse, qui a été coécrit par deux auteurs australiens, qui dit la même chose que ce que je viens de vous dire, mais en beaucoup plus élaboré. Les deux approches thérapeutiques sont identiques, mais différentes. Alors, la thérapie contrainte. Ça, c'est juste un aperçu sur une publi, sur une étude de cohorte qui a montré que finalement, le fait que les bébés aient un bloc de thérapie contrainte, un bloc, c'est un ensemble de semaines de thérapie contrainte,
en l'occurrence les 6 semaines, à l'âge de 2 ou 3 ans. Donc, on n'est déjà plus chez les bébés, hein, mais un bloc de thérapie contrainte à l'âge de 2 ou 3 ans, finalement, n'influence pas le développement de la fonction manuelle tel qu'il a été décrit ici par l'EA. En fait, vous avez 2 lignes de tendance. Les lignes bleues, c'est les enfants qui ont bénéficié de thérapie contrainte et on peut avoir l'impression qu'ils se développent mieux que les enfants qui n'ont pas bénéficié de thérapie contrainte. Mais en l'occurrence, si on regardait dans les 2 groupes qui ont été comparés, si on contrôlait les caractéristiques des lésions cérébrales, la différence n'était pas significative. Donc, un bloc de thérapie contrainte à l'âge de 2 ou 3 ans, ça n'influencerait pas, d'après cette publication, le développement longitudinal à terme de la fonction du manuel. Alors, à terme, c'est à l'âge de à peu près 8 ans ici. Alors maintenant, chez les bébés, c'est-à-dire la thérapie contrainte qu'on ferait avant l'âge de 2 ans, il y a un programme qui a été très bien décrit par Anne-Christine Eliasson, et il y a ce manuel de Baby Teams, alors c'est en anglais, mais qui est facilement trouvable sur le net. Si vous regardez sur le site Karolinska Institutet, c'est un institut de Stockholm, on peut le télécharger. C'est vraiment un manuel qui est à destination des thérapeutes qui veulent faire de la thérapie contrainte. Le programme, en fait, est un entraînement à domicile fait par les parents, supervisé par les thérapeutes. La main préférée est restreinte dans son usage, soit par un body clipsé, hein, vous utilisez les pinces en plastique, là, et vous mettez un body trop grand, vous clipsez la manche, soit par une chaussette, soit par une moufle. Et le dosage suggéré, c'est 30 minutes par jour de thérapie contrainte sur 2 périodes de 6 semaines, séparées d'un break de 6 semaines également. Alors, cette modalité de thérapie contrainte, donc réalisée chez les bébés plus petits, a été étudiée d'abord par cette étude rétrospective. Alors, bien sûr, il y a des grandes limites à cette étude, mais il y a quand même un intérêt, c'est que ici, vous voyez, à l'âge de 2-3 ans, le groupe des enfants qui avaient eu de la baby Sims, donc avant l'âge de 1 an, la baby Sims. Et on voit que dans ce groupe-là d'enfants, il y avait beaucoup plus d'enfants qui avaient un bon niveau de fonction manuelle, un bon niveau sur le A. Les enfants qui n'avaient jamais bénéficié de baby Sims, il y en avait moins qui avaient un très bon niveau de fonction manuelle et plus qui avaient pour le coup un très très faible niveau de fonction manuelle. Alors, il y a vraiment des limites à cette étude rétrospective, mais il y a quand même ce résultat qui est intéressant. Je peux vous montrer ici un exemple pratique, clinique, d'une petite qui, donc vous voyez ici les extraits du mini-A, donc la lésion cérébrale, elle était clairement unilatérale, il y avait clairement une atteinte asymétrique qui avait été identifiée. Vous voyez qu'elle tarde vraiment à initier l'utilisation de sa main gauche, qu'elle le fait sur incitation, mais que quand elle le fait, ses mouvements sont lents, il y a peu d'ouverture des doigts, le pouce reste adducté dans la paume ou se subluxe au niveau de la MP. Elle a bénéficié de 2 mois de Baby Sims donc à domicile et vous la revoyez un petit peu plus tard. J'ai été trop rapide, excusez-moi. Vous la revoyez à l'âge de 15 mois. Elle a vraiment une évolution favorable. Elle initie plus rapidement l'utilisation de sa main atteinte. Il y a beaucoup plus de contact bimanuel avec les objets, une quantité plus grande d'utilisation de la main atteinte. Elle peut atteindre et attraper les objets avec cette main-là et le relâcher de l'objet est également facilité. Sur le score total, elle est passée de 51 à 58, ce qui est très significatif en termes d'évolution sur le mini-A. Il y a une étude randomisée qui a étudié la Baby Sims en comparant 2 approches thérapeutiques, la thérapie contrainte et un groupe de bébés qui bénéficiaient de thérapie aussi intensive, mais de massage. Donc, les parents avaient été formés, entraînés par une psychomotricienne, en l'occurrence, à masser leur bébé. Et l'évaluation, le score que vous voyez ici, c'est le score unilatéral du HAI. Et on voit clairement qu'il n'y a pas eu d'évolution significative dans le groupe qui a bénéficié de massage, alors qu'il y a eu une évolution significative dans le groupe qui avait bénéficié de Baby Sims. Par contre, il y avait eu un effet donc, sur le score de la main atteinte, sur le score de la main affectée, mais pas sur la mesure globale, c'est-à-dire pas sur la performance du manuel en tant que tel. Ceci dit, c'est assez logique puisque le focus de la stimulation par Baby Sims, c'est vraiment la main atteinte. Donc, les nourrissons, ils n'ont pas vraiment appris à transférer leurs nouvelles compétences derrière dans la performance du manuel. Donc, les auteurs de cette étude, les Suédois, là, proposent déjà d'envisager un entraînement bimanuel pour les enfants qui seraient plus grands, notamment peut-être à l'âge où on a ce rôle différencié entre les mains. Un effet intéressant à souligner quand même, puisque les auteurs répondent à leurs détracteurs, c'est qu'il n'y avait pas d'effet délétère de la thérapie contrainte sur l'évolution de la main saine. Vous avez vu, ces protocoles de thérapie contrainte, c'est 30 minutes par jour, c'est évidemment pas plusieurs heures par jour, dans le but de préserver évidemment l'évolution aussi de la main qui est saine.
Alors, les actions bimanuelles, c'est plus complexe que les actions unimanuelles, on l'a dit, ça nécessite un bon contrôle sensorimoteur des deux mains en coordination et ça nécessite de prêter attention aux deux mains en même temps. Donc, ce n'est pas gagné, ce n'est pas parce qu'un enfant augmente ses capacités unimanuelles qu'il augmente sa capacité à utiliser ses deux mains ensemble. Et ce transfert entre capacité et performance s'interroge et on peut vraiment penser qu'il est nécessaire de pratiquer en utilisant les deux mains pour améliorer la performance bimanuelle. C'est pour ça qu'on arrive vraiment à de la stimulation qui vise plus l'utilisation des capacités dans la performance bimanuelle. Alors, c'est une stimulation qui finalement commence par de la contrainte, puisque on incite très fortement l'enfant à maintenir des objets, notamment dans sa main atteinte, mais dans l'idée qu'il en fasse quelque chose derrière avec sa main saine. On ne travaille pas une compétence isolée, on travaille vraiment une compétence de main assistante dans la collaboration bimanuelle. Donc, c'est vraiment un mixte entre contraintes, que vous voyez ici, appliquées manuellement sur la main préférée de l'enfant pour initier l'utilisation de la main atteinte, dans le but ensuite de travailler avec les deux mains. Alors, la thérapie bimanuelle, on y arrive clairement. Chez les bébés, elle a été définie par les deux auteurs, donc Brian Orr et Susan Greaves d'Australie. Elle a été définie comme la thérapie qui vise à encourager les habiletés bimanuelles par l'utilisation répétitive de jeux soigneusement sélectionnés d'activités quotidiennes qui provoquent spécifiquement des comportements bimanuels. Donc, proposer une thérapie bimanuelle, c'est avoir toute une réflexion sur les relations entre l'enfant et les jouets. Il faut que le jouet qu'on propose intéresse bien sûr l'enfant. Entre le jouet et la tâche, il faut que le jouet que l'on propose induise une tâche bimanuelle. Et entre l'enfant et la tâche, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant soit apte à faire cette tâche. Et on a vu déjà, on en a parlé de l'influence des compétences posturales et des compétences perceptives et cognitives, évidemment. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet enfant dont on a vu le HAI tout à l'heure. Toujours est-il qu'elle a bénéficié de thérapie bimanuelle à la maison sous guidance des professionnels du CAPS qui vous en parlaient tout à l'heure. Et son score qui ressemblait initialement à ça, donc 23,15 avec un index d'asymétrie de 35%, a largement évolué puisque vous la revoyez après cette thérapie bimanuelle. Et même si on continue à avoir une petite différence, une petite préférence manuelle pour le coup, pour le côté droit, vous allez voir qu'elle atteint l'objet, qu'elle attrape, qu'elle manipule, que les mouvements des bras sont quasiment d'aussi bonne qualité à gauche qu'à droite, qu'elle oriente la position de sa main sur l'objet qu'elle va attraper. Donc, il y a une vraie évolution et utilisation des deux mains ensemble. Elle est capable de prêter attention à deux objets simultanément et d'utiliser deux objets simultanément. Sur les scores, on voit l'évolution. L'index d'asymétrie est seulement de 13% maintenant. Et si on la resitue sur les courbes de développement, voilà où elle en est après cette période de thérapie bimanuelle, avec un score, le score de la main qui était atteinte, qui se rapproche de la norme, sans toutefois l'avoir encore atteint, et un score bimanuel qui continue à être à la limite inférieure de la norme. Donc, cet enfant, aujourd'hui, elle en est au stade de surveillance, tout simplement parce qu'on se pose la question de l'impact futur des troubles du tonus, parce que même si on la voit supiner activement dans le jeu, elle a une petite hypertonie sur les pronateurs et une tendance à la coaptation de la radio lunaire inférieure. Donc, on fait attention à ça parce qu'on sait que c'est les premiers muscles qui se rétractent chez les enfants spastique. Donc, on surveille. On surveille également le type de préhension qu'elle utilise, parce qu'autant à droite, elle utilise vraiment un type de préhension qui est adapté à son âge, autant à gauche, on voit encore que c'est un peu déficitaire. Donc, elle est sous surveillance rapprochée. Évidemment, il y a encore beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur ces approches thérapeutiques, notamment une étude dont les résultats sont à apparaître très prochainement, qui est le protocole, l'étude REACH, qui est conduite en Australie, qui compare à dosage équivalent la baby timt et la thérapie bimanuelle. Donc, soyez vigilants, ça devrait sortir sans trop tarder. Je profite pour vous parler ici de l'étude qui est en cours d'inclusion en région lyonnaise, alors lyonnaise un petit peu élargie, mais qui est l'étude dans le cœur de mon projet de master, donc que je conduis sous la coordination scientifique de Carole Viraud et d'Emmanuel Chalet-Valaillé, qui vise donc à mesurer justement l'impact des stimulations bimanuelles très précoces faites à domicile par les parents sous un coaching thérapeutique rapproché, puisque je vais une fois par semaine chez eux, et de mesurer l'impact sur le développement de la fonction manuelle, unilatérale et bimanuelle.
Donc, si toutefois vous êtes intéressé pour inclure un enfant, n'hésitez surtout pas à me contacter, ce sera avec plaisir. Donc, les critères d'inclusion, c'est lésion cérébrale unilatérale et sous-utilisation d'un des membres supérieurs. Et bébé de moins d'1 an. Voilà, si le message est passé. La stimulation intensive chez les bébés, on vient d'en parler. On peut toujours penser et après, parce que ces bébés grandissent. Il y a des programmes de thérapie intensive qui existent pour les plus grands. On a ici au MASU Colémini qui vise les enfants, on va dire les enfants de maternelle, enfin crèche et maternelle. Colémi pour les enfants qui sont plutôt scolarisés en primaire. Il y a d'autres programmes de type Habitil qui sont aussi réalisés sur la région. Donc, si vous avez des enfants, mais plus des bébés, il y a aussi ces programmes qui peuvent leur être proposés. Je vous remercie. Merci beaucoup.